Pendant des années, j'ai préparé les dîners du dimanche, le cœur empli de l'espoir silencieux que ma famille me voit vraiment. Mais le jour où mon fils et ma belle-fille m'ont dit que je ne pouvais pas les accompagner à Disneyland, car il n'y avait pas de place dans leur van de 15 passagers, j'ai réalisé que mon espoir silencieux n'était qu'un mensonge silencieux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je venais de trouver les documents du prêt bancaire par lequel mon fils avait hypothéqué ma maison, son futur héritage, et ce, derrière mon dos. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez profondément et écoutez attentivement. C'est mon histoire. Le mensonge commençait toujours par le saumon, un parfum d'espoir cuisiné qui masquait une amère vérité. Chaque dimanche, moi, Eliane Mercier, je préparais le plat préféré de mes petits-enfants. Léo, 12 ans, dévorait toujours ses portions, même s'il ne l'avait jamais admis. Chloé, 8 ans, d'habitude si difficile, nettoyait son assiette. Ses dîners résonnaient autrefois de rire, de véritables réunions de famille. Maintenant, j'ai disposé la vaisselle délavée, de petites fleurs bleues sur une porcelaine usée, un cadeau de mariage chéri de Julien, mon défunt mari, et moi des décennies auparavant. Ce soir était spécial. Ce soir, j'allais proposer le voyage à Disneyland, dont Léo et Chloé s'étaient tant enthousiasmés dimanche dernier. La vieille horloge grand-père sonna 5 heures. Je lissais ma nouvelle blouse lavande, une rare folie achetée pour ce moment précis. 5 ans après ma retraite, il était temps pour ma propre aventure, mes premières vraies vacances. Je devais avoir l'air digne. La sonnette retentit précisément à 5h30. Marc, ponctuel comme son père. « Salut maman », marmonna-t-il, un baiser rapide, presque dédaigneux. Son coûteux parfum ne pouvait cacher la légère odeur de cigarette. Derrière lui, Céline, ma belle-fille, entra en glissant, impeccablement vêtue. Comptable, un fait dont elle me rappelait fréquemment. Ce soir, dans son tailleur pantalon bleu marine strict, elle semblait prête pour un conseil d'administration, pas un dîner de famille. « Bonjour, Eliane », dit-elle, son sourire froid, en me tendant une bouteille de vin bon marché. « C'est pour le dîner !» Chloé poussa un cri aigu, une traînée rose, me dépassant en trombe vers la télévision du salon. Elle ne m'a même pas vue. Léo, le nez collé à son téléphone, se contenta d'acquiescer, secouant ses cheveux foncés, si semblables à ceux de Julien. « Entrez, tout est prêt !» insistai-je, forçant ma voix à la gaieté. « Comment s'est passée votre semaine ?»« Le train-train !» grogna Marc, prenant sa place habituelle. « Léo, Chloé, venez manger !» Ils se dirigèrent vers la table à contre-cœur, détachés de leurs écrans. Je me souvenais de l'enthousiasme d'enfant de Marc, de son aide à mettre la table, de ses histoires d'école. Maintenant, mes petits-enfants regardaient dans leur assiette, comme si c'était du poison. « J'ai fait ton saumon préféré, Léo ?» proposai-je, servant généreusement. « Je n'aime pas le saumon » marmonna-t-il, repoussant son assiette. « Je n'ai jamais aimé. » La cuillère de service resta suspendue dans ma main. Des années de certitude, brisées par une confession si désinvolte. Avais-je eu tort tout ce temps ? Marc haussa les épaules. « Mange ce qu'on te donne !» claqua Céline. « Mamie a fait de son mieux. » Léo soupira, picorant le poisson à contre-cœur. Chloé l'imita. « Alors, comment s'est passée ta semaine, Marc ? Gros projet ?» insistai-je, refusant de laisser le silence s'enquister. Mon fils, ingénieur civil. J'avais jadis gonflé de fierté. Maintenant, il ne partageait rien. Bien, rien de spécial. Il me congédia, puis se tourna vers Céline. « Et le travail ? » ?»« La routine, dit-elle. « Rien qui puisse t'intéresser, Eliane. »
une vague de honte. Quand mes tentatives de rapprochement étaient-elles devenues une intrusion? Ma présence un inconvénient? Après le décès de Julien il y a 5 ans, le cœur vibrant de la maison s'était éteint. C'était comme si mon droit d'appartenir, d'être vu, avait disparu avec lui. L'école, les enfants. Léo n'y avait-il pas eu ses compétitions de natation? C'est fini, me coupa Léo. Il y a 2 semaines. Son regard rivé sur son assiette. Mon calendrier, mes notes méticuleuses sur leur vie, insignifiantes. Oh, je suis tellement désolée. Je n'ai pas... Laisse tomber, m'interrompit-il. De toute façon, je n'ai fini que 3e. C'est merveilleux, m'exclamai-je, m'accrochant à la moindre bribe de connexion. 3e, c'est une réussite. Pas vraiment, interjeta Céline, d'une voix cinglante. Marc était toujours premier à son âge. N'est-ce pas, que chérie? Marc marmonna vaguement. Il avait détesté la natation. Julien l'avait poussé. Mais ce n'était pas le moment pour les souvenirs. Quand même, je trouve que 3e, c'est très bien, insistai-je doucement, souriant à Léo. Il m'ignora. Le silence revint, épais et suffocant, rompu seulement par les couverts. Je me préparais. Le voyage à Disneyland. L'enthousiasme de Chloé la semaine dernière. Mon espoir désespéré d'un vrai moment en famille. J'ai entendu dire que vous organisiez un voyage à Disneyland. Ma voix s'efforça d'être désinvolte. Ça a l'air merveilleux. Quand partez-vous? Marc et Céline échangèrent un regard rapide et complice. Mon estomac se serra. Oui, dans 2 semaines, confirma Marc, évitant mes yeux. Pour 7 jours. Comme c'est merveilleux. L'excitation s'enflamma, puis s'éteignit rapidement. Julien et moi avions toujours rêvé de vous y emmener, mais alors... Maman! Marc me coupa la parole, la pitié dans les yeux. Nous partons avec un grand groupe. Les parents de Céline, sa sœur, son mari et les enfants, ma cousine Fanny et son fils. Comme c'est charmant, dis-je, toujours perplexe. Une vraie sortie en famille. Le fait est... La voix de Céline se durcit, la précision glaciale de la comptable. Nous avons loué un grand van, mais la place est limitée. Les mots flottèrent dans l'air, une prise de conscience lente et écœurante. « Que voulez-vous dire ?» murmurai-je. « Maman !» soupira Marc, comme si j'étais une enfant lente à comprendre l'évidence. Nous n'avions tout simplement pas assez de place pour toi. 13 personnes, un van plein. Ils avaient tout décidé, m'excluant complètement. Une froide terreur me parcourut l'échine. Pas invité, décidé sans moi. Je comprends, réussis-je à dire, cherchant à conserver ma dignité. Bien sûr, je comprends. Ce serait gênant de changer les plans maintenant, après que tout soit payé, ajouta Céline, coupant son saumon calmement. De plus, Eliane, ton arthrose ralentirait tout le monde. Ma légère douleur au genou, mentionnée il y a des mois, utilisée comme une arme. Je pourrais me reposer au café, répliquai-je, ma voix à peine un murmure. Je ne dérangerai personne. Maman, dit Marc, un ton condescendant. Sois réaliste, tu ne serais pas à l'aise. Les enfants s'inquiéteraient pour les attractions. Léo continua de picorer son repas. Les yeux de Chloé scintillèrent d'une lueur que j'espérais être du regret. Puis elle baissa à nouveau le regard. « Bien sûr, je comprends. » Ma voix sonnait étrangère. « Vous avez besoin de temps en famille. » Céline expira. « Contente que tu comprennes. Certaines personnes auraient fait un scandale. »« Maman est toujours raisonnable, » dit Marc, une pointe de fierté dans sa voix qui sonna comme une gifle. Mon obéissance, mon plus grand atout. 5 ans. 5 ans depuis la mort de Julien. Je m'étais pliée, étirée, rendue commode. Aucune plainte pour les visites annulées, toujours là pour garder les enfants.
ne demandant jamais trop, ne faisant jamais allusion à ma solitude écrasante. J'avais essayé d'être utile, invisible. Et maintenant, j'étais coupée de leurs vacances. Une ligne inutile dans un budget. Un dessert ? Demandai-je, désespérée de changer l'ambiance. Tarte aux pommes ? Nous sommes au régime, bon sang ! Claqua Céline. Mais les enfants peuvent en prendre une part. Alors que je débarrassais les assiettes, Marc consulta sa montre. On doit partir juste après. Des choses à faire. Cela aussi était la routine. Plus de jeux de société, plus de films. Le dîner, une obligation expéditive. En coupant la tarte, les souvenirs affluèrent. Les rires d'enfants de Marc. Julien lui apprenant à faire du vélo. Ses larmes sur mon épaule. Quand étais-je devenue un fardeau ? Et non plus une mère ? En revenant, j'entendis le chuchotement rapide de Céline à Marc. Elle s'arrêta en me voyant. Les enfants picoraient leur tarte. Léo, intact. Tu n'aimes pas ? Demandai-je. Je peux faire autre chose. Ça va, marmonna-t-il. Juste pas faim. Régime sportif, expliqua Céline, ajoutant. Mais je ne pense pas que tu réalises ça. Je me retins de parler. La rage bouillonnante. Qui a appris à Marc à nager ? Qui a géré son régime sportif ? Applaudi à chaque compétition. Maintenant, je n'étais qu'une vieille femme, ignorante de la vie moderne. Il est temps de partir, annonça Marc après 10 minutes, se levant de table. Merci pour le dîner, maman. Oui, merci, Eliane, fit écho Céline. Les enfants, dites au revoir. Au revoir, mamie. Le marmonnement de Chloé. Le hochement de tête de Léo, les yeux rivés sur son téléphone. À dimanche prochain ? Demandai-je à la porte. On devra peut-être sauter ce repas, répondit Marc. On est occupé avant le voyage. Bien sûr, acquiesçai-je, luttant contre la déception. Appelle-moi. La porte se referma d'un clic, laissant le silence derrière elle. Je retournai à la table, débarrassant la vaisselle seule. Marc avait l'habitude d'aider, nous parlions. Maintenant, juste des assiettes sales. Et ce sentiment rongeant d'être effacé de la vie de ma propre famille. Dans la cuisine, la conversation se rejouait. Pas de place. Tu nous ralentirais. Pas à l'aise. Une fausse préoccupation, masquant la vérité brutale. Il n'avait pas besoin de moi. En essuyant la table à manger, un papier voltigea sur le sol, glissé du sac de Céline. Je le ramassai, avec l'intention de le rendre. Mais le titre gras hurlait « Confirmation de réservation. Séjour familial à Disneyland ». Mes yeux parcoururent les noms. Marc, Céline, Léo, Chloé et en dernier, Fanny Dubois, la cousine de Céline. Une femme que Céline tolérait à peine. Puis, les détails de transport. Van confortable de 15 places, climatisée avec système de divertissement personnel. 15 sièges. Pour 14 personnes. Mes doigts tremblèrent. Une froide et amère réalisation s'infiltra. Ils avaient menti. Il y avait de la place. Ils avaient simplement choisi Fanny au lieu de moi. Leur mère, leur grand-mère, leur sang. Je m'affalais sur la chaise. Un étrange et tranquille soulagement luttant contre la douleur. La mascarade était terminée. Fini d'essayer d'être la grand-mère commode et invisible. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, mais les choses devaient changer. Et ce changement devait être moi. Avez-vous déjà fait face à une vérité si crue, qu'elle blessait plus profondément que n'importe quel mensonge, vous forçant à voir votre propre valeur, même lorsque les autres refusent de le faire? La confirmation de réservation brûlait. Un phare cruel et moqueur à travers la nuit blanche d'Eliane. Chaque mot prononcé par Marc et Céline résonnait. Pas de place. Ralentirait tout le monde. Pourtant, la blessure la plus profonde n'était pas leur mensonge calculé, mais son propre silence assourdissant. Ces années d'acceptation résignée.
Le matin apporta une lumière lourde et grise. À 67 ans, Eliane se sentait 90, chaque cellule accablée par la douleur refoulée. Elle lissa le papier accablant sur sa table de cuisine. 15 sièges, un ostensiblement vide. Une quasi-étrangère, Fanny Dubois, choisie à sa place. Elle, leur propre mère, leur grand-mère. Le décès soudain de Julien, il y a 5 ans, avait marqué le tournant. Le soutien initial de Marc, puis le lent et insidieux effacement. Sa transformation en leur nounou commode, leur distributeur automatique de billets toujours disponible. Personne ne lui avait jamais demandé si elle allait bien avec sa modeste retraite. La vieille horloge grand-père, celle de Julien, tic-taquait bruyamment dans la maison silencieuse, témoin moqueur de sa solitude. Chaque recoin abritait des souvenirs d'un passé vibrant, remplacé désormais par un écho vide. Elle avait permis cela, devenu leur paillasson. Ce n'était pas seulement le voyage, c'était toute son existence depuis Julien. Elle avait cessé d'être Eliane, un simple ajout à leur vie. Un nouveau sentiment remua en elle, aigu et clair. Non pas du ressentiment, mais une détermination farouche. Il était temps de reprendre sa vie en main. Eliane retrouva son ancien répertoire téléphonique. Les grains de poussière dansèrent dans la lumière du matin. La plupart des numéros étaient hors service, mais un nom ressortait. Béatrice Duval, sa meilleure amie du lycée. Marc avait subtilement découragé leur lien, traitant Béatrice de bizarre. Eliane avait honteusement laissé faire. Maintenant, avec des doigts tremblants, elle composa le numéro. La 4e sonnerie. « Allô? Qui est à l'appareil ?» Une voix familière. « Béatrice? C'est moi, Eliane Mercier. » Une seconde de silence, puis un souffle incrédule, une étincelle d'espoir à travers les années. Avez-vous déjà reconnu dans votre moment le plus sombre que la personne que vous aviez le plus négligée était vous-même? Oh, Eliane? Oh mon Dieu, c'est toi? Mais ça fait des années! La voix de Béatrice, une bouée de sauvetage à travers le brouillard du temps, vibra d'un véritable enchantement. Le choc d'être reconnue, vraiment vue, après tant de temps, fit trembler la voix d'Eliane. « Ça fait des années », répéta-t-elle, les mots lourds d'une peine inexprimée. Pour être honnête, je ne vais pas très bien, Béatrice. J'ai besoin de parler à quelqu'un, et tu es la seule personne en qui je puisse avoir confiance. » Une pause, puis l'inquiétude se grava dans le ton de Béatrice. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Physiquement, je veux dire. » « Physiquement, oui. » Eliane prit une inspiration tremblante, le barrage menaçant de céder. « Mais mentalement, Béatrice, pourrais-tu venir? Ou je pourrais venir chez toi? J'ai juste besoin de voir une amie. »« Bien sûr, ma chère, » répondit Béatrice, sans la moindre hésitation. Sa fiabilité inébranlable, une constante dans le passé tumultueux d'Eliane, était un baume. « Je viendrai chez toi. Tu habites toujours la même maison? »« Oui, toujours ici. C'est bon. Je serai chez toi cet après-midi. » Et Eliane, quoi qu'il arrive, ça va aller. Lorsqu'Eliane raccrocha, une parcelle de la tension qui l'étreignait depuis des années commença à se dissiper. Béatrice avait toujours été comme ça, solide, prête à aider, sans poser de questions. Une vague de honte submergea Eliane, comme elle avait facilement laissé la désapprobation subtile de Marc éroder cette précieuse amitié. Ses remarques dédaigneuses sur Béatrice, qu'il trouvait bizarre, ou sur son divorce, avaient empoisonné la résolution d'Eliane, la forçant à choisir le silence plutôt que la sororité. Elle avait cessé d'appeler, puis, lentement, complètement, le reste de la matinée se déroula dans un étrange mélange d'excitation nerveuse et de réflexion silencieuse. Eliane nettoya la maison, bien qu'elle fût déjà impeccable, puis prépara le dîner pour deux. Elle sortit de vieux albums photos, intacts depuis des années. Dans l'un d'eux,
Elle trouva une photo de Béatrice et d'elle-même à la remise de leur diplôme de l'école normale. 2 jeunes femmes aux yeux pleins de feu, fixant un avenir débordant d'espoir et de confiance. Qu'était devenue cette Eliane? Se demanda-t-elle, fixant l'image jaunie. Où était passée sa détermination, sa confiance en elle? À précisément 2 heures, la sonnette retentit. Eliane ouvrit pour trouver Béatrice, toujours aussi énergique, bien que des mèches argentées, parsemant maintenant ses cheveux d'un roux ardent d'autrefois. Béatrice l'enveloppa dans une étreinte serrée et muette, et ce geste simple et authentique brisa finalement Eliane. Des larmes coulèrent sur son visage, des années de douleur refoulées se déversant. « Allons, allons !» murmura Béatrice, lui caressant doucement le dos. « Entrons, et tu pourras tout me raconter. » Assise à la table de la cuisine, des tasses de thé fumant entre elles, Eliane commença. Elle raconta le lent et insidieux effondrement de sa vie après la mort de Julien. Comment elle était devenue une extension des besoins de Marc et Céline, tirés de l'étagère seulement quand c'était pratique, puis oubliée. Le babysitting incessant, les demandes d'argent qui vidaient à petit feu sa modeste pension, leur indifférence désinvolte à ses économies qui fondaient. Et finalement, le voyage à Disneyland. Le mensonge soigneusement construit, la cruelle tromperie, la preuve froide et implacable. Comment cela l'avait brisée, révélant son statut de fardeau inutile. Béatrice écoutait en silence, secouant parfois la tête, son regard inébranlable. Quand Eliane eut fini, elle posa une main chaude sur la sienne, ses yeux graves. « Eliane, ma chérie, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « J'ai toujours su que tu étais une mère dévouée. Mais il y a une différence entre le dévouement et l'autodestruction. Ce qui t'arrive n'est pas normal. Ce n'est pas ce qu'une femme merveilleuse comme toi mérite. »« Je sais, » répondit Eliane doucement, la voix rauque. « Mais que suis-je censée faire? C'est ma famille, mon sang. Le sang, c'est le sang, mais le respect, ça se gagne, » déclara Béatrice, sa franchise un choc salutaire. « Et d'après ce que tu me dis, ton fils et sa femme ne le méritent pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Que voulais-je vraiment? Que Marc s'excuse? Qu'il m'emmène en voyage par culpabilité? Non. Ce serait une victoire creuse, une aumône forcée qui ne réparerait pas la profonde fracture. Je veux changer de vie, » dit finalement Eliane, les mots lui paraissant étrangers, et pourtant si justes. Je veux cesser d'être une annexe à la vie des autres et commencer à vivre la mienne. Le visage de Béatrice s'illumina. Voilà mon Eliane, je commençais à craindre que tu n'aies complètement disparu dans ce rôle de grand-mère. Par où veux-tu commencer? L'esprit d'Eliane divagua. Le rêve qu'elle et Julien avaient partagé, mis de côté depuis si longtemps. Julien et moi avons toujours rêvé de déménager en bord de mer, quand nous serions à la retraite. Acheter une petite maison, profiter des couchers de soleil sur la plage. Elle soupira. Mais il est mort, et moi? J'ai juste oublié. Pourquoi ne le réalises-tu pas maintenant? Les yeux de Béatrice brillèrent d'un but renouvelé. Tu es une femme libre. Tu n'as aucune obligation. Rien ne t'arrête. Mais ma maison... Eliane regarda autour d'elle dans la cuisine familière. Toute sa vie, entre ses murs. Une maison, ce ne sont que des murs, Eliane, rétorqua doucement Béatrice. Une vraie maison, c'est là où tu te sens heureuse et valorisée. D'après ce que tu m'as dit, tu ne ressens ni l'un ni l'autre ici. La maison où elle avait vécu pendant près de 40 ans lui sembla soudain une cage dorée. Belle, douillette, mais une cage quand même, la liant à un passé qui ne la servait plus. Tu as raison, dit Eliane lentement, une profonde prise de conscience naissant. Peut-être que je devrais vraiment tout changer. Faire table rase. Oh, ah! C'est une grande décision.
dit Béatrice, son ton sérieux maintenant. Ne la prends pas à la hâte. Mais si c'est ce que tu veux vraiment, je te soutiendrai en tout. Elles parlèrent jusqu'au soir. Béatrice raconta son propre cheminement après son divorce, sa peur initiale de la solitude, comment elle avait commencé à voyager, trouver de nouveaux passe-temps, de nouveaux amis. Elle rayonnait d'une énergie, d'une vitalité qu'Eliane n'avait pas ressentie depuis des années. « Savais-tu que j'habite à Port-du-Soleil maintenant ?» demanda Béatrice, un éclat malicieux dans l'œil. « C'est une petite ville sur la côte, à seulement 3 heures de route, des plages magnifiques, de jolies petites maisons et les plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vus. Ça a l'air magnifique. » Eliane sourit, un sourire sincère. « Il y a une maison à vendre juste à côté de chez moi, » continua Béatrice, presque négligemment. « Elle est petite, mais très douillette, avec vue sur l'océan. Si tu décides vraiment de tout bousculer, ça pourrait être une bonne option. » Quand Béatrice finit par partir, promettant des appels quotidiens, Eliane resta assise dans son salon pendant longtemps. L'idée de déménager, qui aurait semblé absurde le matin même, la tiraillait maintenant, insistante. Et si elle changeait vraiment tout? Et si elle montrait à Marc et Céline qu'elle n'était pas juste une grand-mère commode, mais une personne avec ses propres désirs, ses propres rêves? Avez-vous déjà trouvé le courage d'envisager un acte de foi, même quand le chemin est incertain, simplement parce que le présent n'est plus supportable? La résolution tranquille du matin solidifia la décision d'Eliane. Elle se leva, non pas avec la douleur familière d'une longue nuit, mais avec une légèreté surprenante. L'image de la photo de diplôme, la jeune femme confiante aux yeux brillants, la poussa en avant. Elle trouva le numéro de l'agent immobilier que Béatrice avait recommandé et composa. Monsieur Morel, à son arrivée, était un homme agréable, d'âge moyen, avec des yeux vifs et attentifs et une voix apaisante. Il parcourut sa maison, évaluant chaque pièce avec un détachement professionnel. « Madame Mercier, » dit-il se tournant vers elle dans le salon, « votre propriété est en excellent état. Elle se situe dans un quartier très recherché. Je pense que nous pouvons en obtenir un prix exceptionnel, surtout avec le marché actuel. » Le souffle d'Eliane se coupa. « Combien ?» demanda-t-elle, essayant d'avoir l'air désinvolte, se préparant à la déception. Elle et Julien avaient acheté cette maison pour une bouchée de pain, selon les normes actuelles. Quand M. Morel lui annonça le montant, elle faillit vaciller. C'était plusieurs fois ce qu'elle avait jamais imaginé. « Vous êtes sûre ?» murmura-t-elle, incrédule. « Absolument, » sourit-il. « En fait, j'ai déjà plusieurs acquéreurs potentiels qui recherchent justement une telle maison. Si vous décidez de vendre, nous pouvons aller très vite. » Eliane acquiesça, une étrange chaleur se répandant dans sa poitrine. L'indépendance financière, c'était ce que cela signifiait. Elle pourrait acheter cette petite maison en bord de mer que Béatrice avait décrite et avoir encore une somme substantielle en réserve. « J'ai besoin d'y réfléchir, » lui dit-elle, bien que l'idée se transformât déjà en conviction. « C'est une décision importante. Bien sûr, Madame Mercier. Appelez-moi quand vous serez prête. » Après son départ, Eliane s'assit devant son ordinateur, se plongeant dans Port-du-Soleil, une petite ville côtière, seulement 5000 habitants. De belles plages, de charmantes petites boutiques et cafés, et une communauté de retraités actifs proposant de tout. Des clubs de lecture aux cours de peinture. Elle trouva le cottage que Béatrice avait décrit, étudiant les photos. Petit mais lumineux, douillet, avec une terrasse donnant sur l'océan. Elle pouvait presque sentir la brise marine, s'imaginer assise là, avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil. Puis son esprit s'égara vers Marc. Céline, les petits-enfants, que dirait-il? Essaierait-il de la faire changer d'avis?
Ou s'en moquerait-il simplement? Quelle différence cela fait-il? La pensée éclot, nette et claire. Pourquoi est-ce que je mets toujours leurs désirs avant les miens? Ont-ils pensé à moi quand ils m'ont exclue de leur voyage? Elle prit le téléphone, composant le numéro de Monsieur Morel. « Je suis prête à vendre la maison, » dit-elle, sa voix ferme, résolue. « Le plus tôt sera le mieux. »« C'est merveilleux, Madame Mercier !» s'exclama-t-il. « Je contacterai les acheteurs potentiels aujourd'hui et préparerai tous les documents nécessaires. » En raccrochant, un profond soulagement l'envahit, comme si un poids lourd qu'elle portait depuis des années s'était enfin levé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas à plaire à Marc ou Céline, ni à être utile à ses petits-enfants. Elle pensait à elle-même, ses désirs, ses rêves, son avenir. C'était effrayant et exaltant, tout à la fois. Elle connaissait le travail difficile à venir, trier les affaires, déménager, la paperasse. Mais au lieu de l'épuisement, elle ressentait une décharge électrique d'énergie. Elle appela Béatrice à nouveau, partageant sa nouvelle. « Je suis tellement heureuse pour toi, Eliane !» La joie de Béatrice était contagieuse. « Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Et cette maison dont je te parlais, je vais l'acheter !» déclara Eliane, une certitude féroce dans le ton, si elle est toujours à vendre, bien sûr. « J'appelle l'agent tout de suite », promit Béatrice. « Nous serons voisines, tu imagines, comme au bon vieux temps. » Après le rappel, Eliane se sentit plus énergisée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle parcourut sa maison, cataloguant mentalement ce qui resterait, ce qui partirait. La plupart des meubles encombrants ne tiendraient pas. Mais le vieux fauteuil à bascule de Julien, les albums photos de famille, les figurines en porcelaine de sa mère, cela viendrait avec elle. Elle décida de ne rien dire à Marc ou Céline, tant que tout ne serait pas définitif. Elle connaissait Marc. Il essaierait de la faire changer d'avis. Non pas parce qu'il lui manquerait, mais parce qu'il perdrait sa nounou commode et sa banque occasionnelle. « Que ce soit mon petit secret », pensa-t-elle, souriant à son reflet dans le miroir du couloir. La femme qui la regardait en retour semblait plus jeune, comme si des années de fardeau silencieux avaient y commencé à fondre, révélant une étincelle de l'Éliane vibrante qu'elle avait tantôt autrefois. Vous êtes-vous déjà demandé quelle force intérieure vous possédez vraiment, cachée sous des couches de compromis, attendant juste le bon moment pour se libérer? 2 jours plus tard, l'appel de Monsieur Morel fut une décharge d'excitation pure. « Madame Mercier, nous avons une offre !» Sa voix vibrait de bonheur. La famille Martin est prête à acheter la maison au prix demandé. Et même un peu plus. Ils veulent conclure rapidement. Monsieur Martin a trouvé un poste à l'hôpital local. Ils doivent déménager d'ici 1 mois. Eliane marmonna. Incroyable. Si vite, son cœur battait la chamade. C'était réel. Le marché est très actif, expliqua-t-il une calme assurance dans le ton. Nous pouvons commencer les formalités la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Sa voix était ferme, plus forte qu'avant. Et la maison à Port-du-Soleil? J'ai contacté l'agent là-bas, confirma Monsieur Morel. Elle est prête à vous la montrer à tout moment. En fait, si vous le souhaitez, nous pouvons y aller demain. Eliane accepta. Une étrange sensation de justesse l'envahit. Chaque pas, guidé. Elle commença à emballer tranquillement, triant toute une vie. La plupart des meubles étaient trop grands. Mais le fauteuil à bascule de Julien, les albums de famille délavés, les figurines en porcelaine de sa mère, c'était un trésor précieux. Elle garda son secret bien serré, un bouclier contre les objections inévitables de Marc, sachant qu'il se battrait pour ne pas perdre sa nounou commode. Son reflet dans le miroir semblait acquiescer, plus jeune, plus légère. Le lourd fardeau des années qui s'évaporait. Le jour du départ de la famille de Marc pour le parc Disneyland,
commença par un appel inattendu. Son nom s'afficha et les muscles d'Eliane se contractèrent. « Bonjour Marc. Maman, léger changement de programme, » dit-il sans un mot de salutation. « On part ce soir. Céline veut arriver tôt pour se reposer. » « Je vois. » Eliane garda un ton neutre. Autrefois, il aurait détaillé chaque modification. Maintenant, un appel de courtoisie, juste au cas où. « Et maman ?» Il marqua une pause. « Tu pourrais surveiller la maison, arroser les fleurs, relever le courrier ?» Eliane faillit rire. Ils avaient besoin de son aide, pas de sa présence. « Bien sûr, ne t'inquiète pas. » Aucun indice qu'elle pourrait disparaître d'ici une semaine. « Merci, tu es d'une grande aide. » Un soulagement dans sa voix. « Les clés sont dans le pot de géranium. Bon voyage. Dis bonjour à tout le monde. Je le ferai. Faut que j'y aille. J'ai beaucoup à faire. » La conversation se termina abruptement. Aucune question sur elle. Eliane posa le téléphone, regardant par la fenêtre. 20 minutes les séparaient, mais des océans émotionnels. Ce soir-là, elle les regarda charger la voiture. Marc, Céline, les enfants, les parents de Céline qui les rejoignaient. Personne ne regarda en arrière, pas un signe de la main. Alors que la voiture disparaissait, un profond soulagement inonda Eliane. 7 jours de liberté. Son plan qui se déroulait. D'abord, Monsieur Morel. Madame Mercier, nous avons une offre. La famille Martin, le prix demandé, et même plus. Sa vieille maison, qui trouvait déjà de nouveaux propriétaires. Et cette maison à Port-du-Soleil, nous pouvons y aller demain. Le lendemain, alors que Monsieur Morel la conduisait hors de Bellefeuille, la tension commença à se dissoudre. Le paysage changea, les champs cédant la place aux collines, puis au bleu époustouflant de l'océan. « C'est beau, n'est-ce pas ?» sourit-il. Port-du-Soleil était un rêve devenu réalité. Des maisons colorées, des cafés accueillants, un rythme lent et doux. Béatrice attendait à un restaurant, agitant la main comme une écolière. « Bienvenue chez toi !» s'exclama-t-elle, une chaleureuse accolade. « C'est magique !» souffla Eliane, contemplant l'océan. Après le déjeuner, elles rencontrèrent Sylvie, l'agent immobilier local. Le cottage était parfait, petit, lumineux, avec un salon vue mer. Debout sur la terrasse, des larmes lui piquèrent aux les yeux. C'était le rêve de Julien, notre rêve. « Ça te plaît ?» murmura Béatrice. « Énormément. C'est exactement ce que je cherchais. » Béatrice fit un clin d'œil. « Alors, qu'attends-tu ? Dis à Sylvie que tu la prends. » Et Eliane le fit. Là, surplombant le bleu infini, elle prit une décision qui allait changer sa vie. Sylvie rayonna, Béatrice applaudit, et Monsieur Morel hocha la tête, sachant tout depuis le début. Le voyage de retour vers Bellefeuille parut plus léger. Tout pouvait être finalisé en quelques semaines. Monsieur Morel mentionna son testament. Une nouvelle pensée. Une seule décision audacieuse a-t-elle déjà ouvert un futur que vous n'osiez même pas imaginer? Les mots de Monsieur Morel concernant son testament avaient persisté. Un écho discret dans l'esprit d'Eliane. Son testament, inchangé depuis la mort de Julien, avait tout laissé à Marc. Maintenant, vendre la maison, repartir à zéro. Elle devait le réviser. Monsieur Morel lui recommanda Monsieur Dubois, un homme élégant d'une 50aine d'années, aux yeux observateurs et au sourire bienveillant. Il l'écouta attentivement, sans l'interrompre, ne trahissant aucune émotion alors qu'Eliane mettait son histoire à nu. « Alors, Madame Mercier, dit-il quand elle eut fini, vous voulez changer votre testament? Puis-je vous demander vos souhaits ?» Eliane prit une profonde inspiration. C'était une décision avec laquelle elle avait lutté toute la nuit. Malgré la douleur, Marc restait son fils. Elle ne pouvait pas le déshériter complètement. « Je veux placer la majeure partie de l'argent de la vente de la maison dans des placements sûrs. » commença-t-elle,
J'utiliserai les revenus. Après mon départ, la moitié devrait aller à Léo et Chloé. Mais pas avant qu'ils naissent 21 ans. Un quart à Marc. Et le quart restant, je voudrais le donner à un fonds soutenant les enseignants de l'école locale, où j'ai enseigné pendant 30 ans. Monsieur Dubois hocha la tête, prenant des notes. Une décision très sensée. Et la nouvelle maison à Port-du-Soleil? Je veux l'inclure aussi dans l'héritage de mes petits-enfants. Poursuivit Eliane. Mais à condition qu'ils ne puissent pas la vendre avant d'avoir 30 ans. D'ici là, elle devra servir de maison de vacances familiale. Je vois. Monsieur Dubois griffonna quelques notes de plus. Tout cela est tout à fait réalisable. J'aurai les documents prêts dans quelques jours. En quittant son bureau, Eliane se sentit plus légère. Elle avait assuré l'avenir de ses petits-enfants, même si leurs parents ne l'avaient pas toujours honoré. Les jours suivants furent un tourbillon de tri. Les vieux meubles, trop encombrants pour la petite maison de plage, furent vendus en ligne ou donnés à une friperie. Il lui plaisait que ces pièces, autrefois symboles de sa vie confinée, servent de nouveaux propriétaires. Le plus difficile fut les souvenirs. Une journée entière consacrée aux vieux albums, aux lettres, aux précieux souvenirs. Chaque objet une histoire, chaque photo un murmure du passé. Elle ne choisit que les plus précieux. Les albums de sa jeunesse avec Julien, les premiers dessins de Marc, de petits souvenirs de voyages en famille. Ils tinrent dans 2 petites boîtes. En triant un album, elle trouva une photo de son 30e anniversaire de mariage avec Julien. Ils avaient l'air si heureux, entourés d'amis. Marc debout à côté d'une Céline enceinte. Tout le monde souriait. Un avenir de pure joie semblant s'étirer devant eux. « Que dirais-tu maintenant, Julien ?» murmura-t-elle, regardant la photo. « Approuverais-tu ma décision ?» Elle pouvait presque entendre sa voix. « Eliane, tu as toujours fait passer notre famille en premier. Peut-être est-il temps de penser à toi ?» Oui, il était temps. Temps de commencer un nouveau chapitre. Un chapitre où elle était la protagoniste. Le 4e jour de sa solitude, la plupart des tâches étant faites, Eliane se souvint de sa promesse à Marc. Arroser les fleurs, relever le courrier. Leur maison, grande et moderne, était toujours immaculée, grâce aux besoins obsessionnels d'ordre de Céline. Elle arrosa rapidement les plantes, ramassa le courrier, principalement des prospectus, et se retourna pour partir. Puis, elle le vit, un dossier sur la table du salon. Normalement, elle ne fouillerait pas. Mais son nom, imprimé en gras sur l'une des feuilles, attira son regard. Elle s'approcha. C'était un document financier. « Prêt garanti par un héritage futur !» hurlait le titre. Ses jambes tremblèrent et elle s'effondra sur le canapé. Le document stipulait, en noir et blanc, que Marc avait contracté un prêt auprès de la banque, en listant son futur héritage, spécifiquement sa maison, comme garantie. Une vague nauséabonde la submergea. Son fils avait hypothéqué une maison qui ne lui appartenait même pas, une maison qu'elle ne lui avait même pas encore léguée. Comment était-ce possible? Elle examina les papiers de plus près. Marc avait fourni à la banque une copie de son ancien testament, ainsi que des documents d'évaluation de la maison. Le montant du prêt était ahurissant, près de la moitié de la valeur de la maison. Sous « Objet du prêt », il était écrit « Expansion d'entreprise ». Quelle entreprise? Marc était ingénieur civil. Quelque chose avait-il changé qu'il n'avait pas jugé bon de lui dire? Elle posa le document de côté. La colère monta, chaude et amère. Marc ne s'attendait pas seulement à obtenir sa maison quand elle mourrait. Il avait déjà contracté un prêt dessus, comme si elle n'était pas une personne vivante, mais un simple actif dans son plan financier. Il avait dû supposer qu'elle finirait ses jours tranquillement, puis il obtiendrait la maison et rembourserait facilement le prêt. Eh bien, une sacrée surprise l'attendait. De retour chez elle, Eliane appela immédiatement Monsieur Dubois. Elle raconta sa découverte,
sa voix tendue, d'une fureur contenue. « C'est une affaire très sérieuse, Madame Mercier, » dit-il écoutant patiemment. « Techniquement, sa décision se solidifia. Elle vendrait la maison, déménagerait à Port-du-Soleil et commencerait une nouvelle vie. Marc devrait faire face seul aux conséquences de ses actes. Avez-vous déjà découvert une vérité cachée qui a tout changé, vous forçant à tracer une ligne dans le sable et à revendiquer votre propre récit? Le reste de la semaine s'est évanoui dans un flou, porté par la nouvelle détermination d'Eliane. Elle signa les documents finaux pour la vente et l'achat, organisa les déménageurs pour ses précieuses boîtes et contacta la banque pour transférer les fonds. Béatrice appelait quotidiennement, une source constante de conseils et de soutien, préparant déjà une chambre dans sa propre maison pour le séjour temporaire d'Eliane. La veille du retour de Marc et sa famille du parc Disneyland, Eliane acheva ses dernières préparations. Son ancienne maison était étrangement vide, dépouillée de ses meubles, les murs nus résonnant de souvenirs. Pourtant, ce vide n'apportait aucune tristesse, seulement une douce sensation de libération. Un nouveau départ. Elle s'assit et rédigea une lettre à Marc. Elle choisit l'honnêteté plutôt que la colère, expliquant à quel point elle se sentait indésirable et comment la découverte du prêt avait amené la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle ne le punissait pas. Elle choisissait la dignité, poursuivait ses rêves. Les portes de sa nouvelle maison seraient toujours ouvertes, mais elle ne vivrait plus pour les autres, s'oubliant elle-même. Elle scella la lettre, la laissant sur la table de la cuisine, la première chose que Marc verrait. Tôt le lendemain matin, M. Morel arriva. Eliane traversa son ancienne maison une dernière fois. Un adieu silencieux à chaque pièce. Aucun regret, juste une calme confiance en son choix. Port-du-Soleil les accueillit avec un soleil éclatant et le son rythmique des vagues. Béatrice attendait devant sa maison, les bras grands ouverts. Sa joie était contagieuse. « Bienvenue chez toi !» s'exclama-t-elle, serrant fort Eliane dans ses bras. « Tellement contente que tu sois là. Moi aussi, » dit Eliane. Et c'était vrai. Pendant que les formalités de sa nouvelle maison se finalisaient, elle resta chez Béatrice. Les jours s'écoulèrent en promenade, explorant les cafés, rencontrant des visages amicaux. Le soir, elle s'asseyait sur la terrasse, regardant les couchers de soleil sur l'océan, parlant pendant des heures. Eliane se sentait plus jeune chaque jour. La joie de vivre, longtemps perdue, qui revenait. Une semaine plus tard, les clés de sa nouvelle maison en main, petite mais lumineuse et réconfortante, debout sur sa terrasse, contemplant l'océan. Eliane se sentit enfin vraiment heureuse. « Julien, » murmura-t-elle, « tu approuverais. Je l'ai fait pour nous deux. » Cette nuit-là,
S'endormant, le ressac comme une berceuse, elle imagina Marc, trouvant la lettre, découvrant la vérité choquante. Que ressentirait-il? De la colère? De la confusion? Ou peut-être une compréhension réticente de son droit à cette liberté? La joie fabriquée du parc Disneyland s'évanouit au moment où la clé de Marc cliqua dans sa propre porte d'entrée. Un silence de minuit l'accueillit, un contraste glaçant avec le vacarme incessant du parc. 7 jours de sourires forcés, à naviguer dans la famille exigeante de Céline, l'avaient laissé vidé, physiquement et émotionnellement épuisé. À présent, le poids de la maison l'oppressait, mêlé à une anxiété non résolue concernant sa mère. Il ne l'avait pas appelée une seule fois. Qu'aurait-il bien pu se passer en une simple semaine? Céline, toujours efficace, réveillait déjà les enfants du siège arrière. L'école demain, au lit. Il la regarda guider une Chloé à moitié endormie à l'étage, puis se tourna. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas réveiller les enfants. Ma mère, s'étouffa-t-il, agitant la lettre comme une accusation accablante. Elle a vendu la maison, notre maison. Elle l'a vendue et est partie vivre en bord de mer. Tu peux croire ça? Quoi? Céline s'empara de la lettre, les yeux parcourant les lignes. C'est une blague de mauvais goût. Elle ne peut pas juste vendre la maison. Apparemment, elle l'a pu. Sa voix était rauque. Elle a écrit qu'elle avait trouvé des documents de prêt, ceux que j'ai laissés sur le bureau. Le visage de Céline se vida de ses couleurs. Le prêt? Quel prêt, Marc? Sa voix trembla. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai contracté un prêt sur mon héritage, pour notre nouvelle entreprise, contre la volonté de maman. Céline le regarda, incrédule. Contre la maison de ta mère? La maison qu'elle vient de... vendre? Il s'affala sur le canapé, la lettre froissée. Oui, la banque a accepté, basé sur l'ancien testament de maman. Capital de démarrage. Et tu ne m'as rien dit? Sa voix était d'un calme terrifiant. Tu as contracté un énorme prêt sans me consulter? Je voulais te surprendre, marmonna-t-il, l'excuse pathétique. Tu n'as pas réfléchi, Marc, claqua Céline. Si ta mère a vendu la maison, la banque exigera un remboursement immédiat. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Silence. La catastrophe s'installait. Il avait prévu de la vendre après le décès de maman, d'apurer le prêt. Maintenant, parti. Le prêt restait. Lui et Céline se regardèrent, la même terrifiante réalisation se faisant jour. Ils devaient vendre leur propre maison, rembourser le prêt, et tout recommencer. Une décision brutale et écrasante. La nuit fut un tourment. Des fragments de sa lettre transpercèrent à pensée. Elle a trouvé les documents de prêt, a décidé de vivre pour elle-même. Ne veut pas être un fardeau. Ce dernier dîner, son acceptation calme de l'exclusion du parc Disneyland, c'était ça, la trahison finale et dévastatrice.
Le lendemain soir, après avoir couché les enfants, le téléphone sonna. Une voix inconnue. « Puis-je parler à Marc Mercier ?»« C'est moi. Je m'appelle Béatrice Duval. Je suis une amie de votre mère, Eliane. » Marc se tendit. Béatrice, l'amie bizarre de sa mère. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, l'hostilité clairement affichée. « J'appelle à la demande de votre mère, » répondit Béatrice, calme. « Elle va bien, elle est heureuse. Nouvelle vie. Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelée ?» exigea Marc. « Elle sait que vous essaierez de la convaincre de revenir. » Béatrice fut directe. « Ou pour de l'argent. Elle ne veut ni l'un ni l'autre. »« C'est la famille. » claqua Marc. « Vous ne devriez pas vous en mêler. Je n'interfère pas. » dit Béatrice, sereine. « Je transmets un message. Elle a aussi changé son testament. L'essentiel de sa succession ira directement à vos enfants lorsqu'ils seront adultes. Pas à vous. » Marc fut abasourdi. « Elle a changé son testament ? Pourquoi ? » ?»« Vous savez pourquoi, » dit Béatrice doucement. « Votre mère a trouvé les documents de prêt. Contre sa maison. Une découverte désagréable. » Marc resta silencieux, la honte l'envahissant. « Eliane ne garde aucune rancune, » continua Béatrice. « Elle a simplement décidé qu'il était temps de vivre pour elle-même. Et elle est vraiment heureuse là-bas, Marc. Pour la première fois depuis des années. » Après l'appel, Marc resta assis en silence. Céline le rejoignit. « Qui était-ce ?»« L'amie de maman, » marmonna-t-il. « Elle a dit que maman allait bien, heureuse. Elle a changé son testament. Les enfants reçoivent tout. » Céline secoua la tête. « Elle a pensé à tout. Je ne m'attendais pas à ce que ta mère soit si... déterminée. »« Moi non plus, » admit Marc, amer. « Je l'ai toujours cru tranquille, prévisible, capable de ça. » Il décida qu'il devait quand même la voir. Pour comprendre, 3 mois s'écoulèrent. Ma vie à Port-du-Soleil fleurissait de nouvelles couleurs, de nouveaux visages, de nouvelles expériences. Chaque matin, moi, Eliane, je me réveillais avec un doux fredonnement de joie. Ma petite maison en bord de mer, un sanctuaire, un atelier pour peindre la mer. Mon professeur parlait de mon talent. Ce matin, le matin qui a tout changé, j'étais assise sur ma véranda, café à la main, la brise salée. Le soleil peignait l'eau. On frappa à la porte. 7 heures du matin. J'enfilai une robe de chambre. J'ouvris la porte. Je me figeai. Marc, mon fils. 3 mois. Fatigué, des ombres, plus de cheveux gris. Seul. « Maman !» dit-il sans salutation. « Je t'ai enfin trouvé. » Je m'écartai. Aucune surprise, aucune peur, pas même de joie. Je savais que ce jour viendrait. Des explications, de l'argent. « Entre !» dis-je, le menant au salon avec vue sur l'océan. « Un café ? » ?»« Oui, noir, sans sucre. » Je me retirai dans la cuisine, rassemblant mes pensées. Je versai le café, revins. Marc était près de la fenêtre, dos à moi. « C'est une belle vue, » dit-il, prenant la tasse. « Je vois pourquoi tu as choisi ça. »« Oui, » acquiesçai-je. « Ton père et moi avons toujours voulu une maison en bord de mer. Je me souviens. » Il hocha la tête, se retournant. « Tu en parlais quand j'étais enfant. » Nous nous assîmes. Le silence était lourd d'histoire. J'attendais. « Pourquoi, maman ?» demanda-t-il finalement, la voix brisée. « Pourquoi disparaître sans un mot ? J'ai laissé une lettre, » lui rappelai-je doucement. « Et j'ai appelé plusieurs fois. J'étais en colère, » admit-il. « Je ne pouvais pas croire que tu aies vendu la maison sans me consulter. »« Pourquoi me consulter ?» demandai-je ferme. « Ma maison, ma vie. Mais nous sommes une famille, » s'exclama Marc. « On discute des décisions ensemble. »« Vraiment ?» Je haussai un sourcil. « As-tu discuté avec moi de ta décision de faire un prêt sur ma maison ? Une maison qui ne t'appartenait même pas ?» Marc détourna le regard. « C'est différent. J'allais le rembourser. Capital de démarrage. »
en utilisant ma maison, sans permission. Je secouais la tête. Sais-tu ce que j'ai ressenti, Marc? Comme si je n'existais pas, juste une propriété. Ce n'est pas ce que je pensais, protesta-t-il. Juste, je ne voulais pas te déranger. Ou tu ne voulais pas que je dise non, répétai-je, mesuré. Silence. Sa réponse était claire. Comment m'as-tu trouvé? Demandai-je. Ça n'a pas été facile, soupira-t-il. Je suis déjà venu ici. J'ai appelé, envoyé des emails. Pas de réponse. Je n'étais pas prête, admettais-je. J'avais besoin de temps. M'installer. Nouvelle vie. Et comment c'était? Demanda-t-il, amer. Ça valait le coup de détruire notre famille? Je n'ai rien détruit, Marc, dis-je fermement. Toi, Céline, les enfants sont ensemble. Je vis juste ma propre vie maintenant. Ce n'est pas si simple, s'exclama-t-il. Parce que tu as vendu la maison, la banque a exigé le remboursement. Céline et moi avons failli perdre la nôtre. On a vendu la voiture. 2e prêt. Gabriel se demande si tu es morte comme papy. Douleur. Non pas pour ses malheurs, mais pour les petits-enfants. Je n'ai pas disparu, déclarai-je. J'ai appelé, envoyé des cadeaux. Ma maison est ouverte à vous tous. Comment pourrions-nous venir? Marc rit amèrement. On a à peine de quoi joindre les 2 bouts. Il me regarda. Calculateur. Es-tu venu pour de l'argent, Marc? Il détourna le regard. Pas seulement. Je voulais te voir. M'assurer que tu allais bien. Je vais bien, l'assurai-je, souriante. Plus que bien. Pour la première fois depuis des années, hein? Je me sens vraiment vivante. Je me levais, marchant vers mes nouvelles photos. Plage avec Béatrice. Guide de musée, cours de peinture, nouveaux amis. Tu vois, Marc, j'ai une vraie vie. Je n'attends pas tes rares visites. Marc feuilleta les photos, son expression se transformant en une reconnaissance réticente. « Tu as l'air heureuse, dit-il. « Je suis heureuse, souris-je. Peut-être pour la première fois depuis la mort de ton père. Mais qu'en est-il de nous? Demanda-t-il. Ta famille? Toujours ma famille, répondis-je doucement, la main sur son bras. Mais je ne vis pas seulement pour vous. J'ai le droit à mon propre bonheur, à mes désirs, mes rêves. Marc se leva, dos à la fenêtre, épaules tendues, poings serrés. Il se battait. La réalisation qu'il ne pouvait pas me contrôler. Je ne peux pas retourner à Bellefeuille. Continuai-je, douce mais ferme. Je ne peux pas te donner d'argent, Marc. Non pas parce que je ne t'aime. Pas rester dîner? Demandai-je. Ton plat préféré? Un désir dans ses yeux. Il secoua la tête. Non, Céline m'attend. Réunion importante. Je le raccompagnai à la porte. Une étreinte maladroite. Une vraie étreinte. Je suis désolé, maman, murmura-t-il. Pour le prêt,
pour tout. Je t'ai pardonné, répondis-je, le tirant doucement. Maintenant, pardonne-toi. Il hocha la tête, marcha rapidement vers la voiture, sans se retourner. Je restais sur le pas de la porte, le regardant. Tristesse et soulagement. Tristesse pour mon fils. Soulagement, je n'avais pas cédé. Je n'avais pas abandonné ma nouvelle vie. Le reste de la journée se brouilla. Visite au musée, déjeuner, peinture. Des pensées de Marc. Ce soir-là, en m'habillant pour la fête de Béatrice, un reflet dans le miroir. Je fus surprise, plus jeune. Pas les rides, pas les cheveux gris, mais la force, la confiance, le calme. Une femme qui savait ce qu'elle voulait. « Eliane, tu viens ?» La voix de Béatrice. « Tout le monde te demande. »« Oui, j'arrive. 5 minutes. » La maison de Béatrice, illuminée. Musique, rire. La fête battait son plein. Béatrice ouvrit la porte, me serra dans ses bras. « Enfin, je m'inquiétais. » Désolée d'être en retard. Journée compliquée. « Marc est venu ?» demanda Béatrice avec sagacité. J'acquiesçai. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. En colère, confus, peut-être compréhensif. Pas de scandale. Bien. Béatrice fit un clin d'œil. Maintenant, oublie les ennuis. Profite de la soirée. 15 personnes, mes nouveaux amis. Ben qui pêchait, Eliana qui peignait, Théo, le directeur du musée. Patricia et Thomas, mes voisins. Tous m'accueillirent. « Eliane !» s'exclama Eliana. « Théo trouve que tes progrès en peinture sont fantastiques. »« N'exagère pas, » souris-je. « Je suis débutante. »« Débutante talentueuse, » corrigea Théo. « Exposition au musée, artistes locaux. Merveilleux. » Mon cœur se gonfla. La soirée fila. On parlait, on riait, on dansait. Vieille musique, vieux pas de danse, les histoires de Ben, les poèmes d'Eliana, les tours de Thomas. Personne ne se pressait. On savourait la compagnie. Passé minuit, Béatrice me raccompagna. Nuit tiède, ciel étoilé, murmure de l'océan. « Tout va bien ?» demanda Béatrice. « Plus que bien, » souris-je. Je pense à quel point les choses ont changé. J'ai trouvé ici quelque chose qui me manquait à Bellefeuille. « Quoi ?»« Moi-même, » répondis-je. Je me suis trouvée Béatrice, pas la mère de Marc, pas la grand-mère de Léo et Chloé. Simplement, Eliane Mercier, une femme avec ses propres désirs, ses rêves, ses talents. Une femme qui avait le droit d'être heureuse. Béatrice me serra fort dans ses bras. « Tellement heureuse pour toi, ma chère. Tu mérites ce bonheur. » Je rentrais chez moi sous le ciel étoilé, l'âme débordante de gratitude. Pour cette journée, pour de nouveaux amis, une nouvelle vie. La visite de Marc avait remué des émotions, mais n'avait pas pu ébranler ma confiance. Les liens familiaux sont compliqués. Pas toujours amour, respect, parfois habitude, devoir, attente. Pour se préserver, on brise ou on relâche les liens. On crée une distance pour sa propre santé. Je n'avais pas abandonné. J'avais juste cessé de vivre uniquement pour eux. Rien de mal à ça. Avant de me coucher, la terrasse. J'ai regardé l'océan, les vagues. Demain, nouveau jour. Le jour d'une nouvelle Eliane. Une femme qui avait enfin appris à s'apprécier, à se réapproprier sa propre vie. Avez-vous déjà dû tracer une limite difficile avec votre famille pour retrouver votre propre bonheur? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est importante pour nous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes.